tous, c'est Olivia sur la nouvelle émission Parlons-en. Je suis ravie d'être là avec vous ce soir pour ce nouveau format. On va parler de tout plein de choses. La petite particularité, c'est que eh bien, pour son commencement, il y aura une émission par mois le premier vendredi de chaque mois sur GFM, la radio TV. On commence cette première émission de Parlons-en avec Agathe Lapalus, qui est naturopathe. On va parler de tout plein de choses aujourd'hui complètement différentes, mais ça me tenait à cœur de vous faire découvrir et de découvrir en même temps que vous d'ailleurs ce beau métier. Bonjour Agathe. Bonjour Olivia. Ça va? Ça va bien, merci. Pas trop stressée? Un petit peu. Alors Agathe, vous êtes diplômée en naturopathie, vous l'avez obtenue au Sénato. Oui, c'est ça. Vous êtes aussi membre de la FENA et on le rappelle, c'est la Fédération française de naturopathie. Oui, qui englobe les écoles de naturopathie dont le cursus est reconnu. D'accord. Et vous avez aussi fait une ou plusieurs formations au massage bien-être dans différentes écoles et vous avez aussi suivi un apprentissage de la technique des ventouses. Exactement. Qui est, je crois, peu connue d'ailleurs. On en parlera. On en parle de plus en plus, oui, tout à fait. Super. Alors, on va commencer une petite interview. Voilà. Moi, j'avais une petite question pour commencer. Si jamais il existait dans l'édition Pour les nuls, naturopathie pour les nuls, comment vous l'expliqueriez ? La naturopathie, en fait, c'est un ensemble de méthodes qui va permettre d'accompagner de manière vraiment naturelle la santé. Donc, contrairement à d'autres méthodes, en fait, on va vraiment voir la personne qui vient nous consulter comme un tout. Donc, on va aborder aussi bien les problèmes physiologiques que la gestion du stress, des émotions, ce genre de choses. D'accord. Et du coup, vous exercez ce métier depuis combien de temps ? Ça fait 3 ans. 3 ans. Et sans indiscrétion, vous faisiez quoi avant? Quelque chose qui était en lien aussi avec le bien-être ou pas du tout. En général. Exactement. Il y a beaucoup de gens... La naturopathie, c'est beaucoup un métier de reconversion. C'est justement les gens, à un moment dans leur vie, ils auront besoin de se reconnecter justement à la santé, au corps, à la nature. Et c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup de reconversion justement dans ce métier. Et vous pensez, parce que c'est vrai que c'est un peu le cas aussi pour des métiers comme la sophrologie. Exactement. Tout se rejoint. Exactement. En général, c'est de la reconversion. Vous pensez que quelqu'un qui sort de ses études, sort du bac, en études supérieures, choisit ce type de métier et veut être naturopathe, quelqu'un qui a une vingtaine d'années, est-ce que c'est quelque chose de possible ou est-ce que vous pensez qu'il y a quand même besoin d'une certaine maturité ? Alors, c'est vrai que souvent, les écoles de naturopathie, elles accueillent les élèves seulement à partir d'un certain âge. D'accord. Justement, par souci de maturité. Okay. Après, il y a également des gens qui, à 18 ans, sont déjà très ouverts par rapport à ça. Et je pense que c'est des choses qui vont venir de plus en plus dans les années à venir. Et vous pensez que du coup, votre vécu vous aide aussi à anticiper, à répondre à certaines problématiques de vos patients? Parce qu'on parle de maturité, on peut très bien être mature à 18 ans, hein, oui. Mais peut-être qu'on n'a finalement pas assez vécu, il n'y a peut-être pas eu assez d'obstacles. Mais c'est vrai que souvent on se tourne, beaucoup de personnes se tournent vers la naturopathie suite à une problématique de santé, une maladie, soit pour elles, soit par rapport à un de leurs proches. Et c'est effectivement mon cas aussi. Et c'est vrai qu'en général, on se spécialise plutôt dans ce domaine-là. Et du coup, vous, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier ? Eh bien justement, c'est ça. J'avais développé une pathologie chronique. D'accord. Et du coup, je me suis tournée, puisque je ne trouvais pas de solution ou d'amélioration avec la médecine allopathique, on va dire, je me suis tournée vers des méthodes plus naturelles. Attention, je ne dis pas que la médecine allopathique n'est pas bénéfique. Je dis simplement, voilà, c'est ça. Je dis simplement que c'est bien d'avoir les deux, de pratiquer ensemble, main dans la main, pour trouver des solutions. D'accord. Moi, j'avais une petite citation. On va en parler juste après. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est une citation chinoise qui dit « Celui qui attend d'être malade pour se soigner est comparable à celui qui se met à creuser un puits quand il a soif ».
chacun en fera sa propre interprétation. Mais est-ce que ça s'applique aussi à vos patients ou est-ce qu'en général, ils toquent à votre porte lorsqu'il est déjà trop tard Lorsqu'ils sont déjà assoiffés. Elle est très très bien cette citation, effectivement. Moi je dirais que ça dépend des personnes. Il y a assez rarement des personnes qui viennent en prévention, parce que la naturopathie à la base c'est avant tout une méthode de prévention. Mais le plus souvent, effectivement, ils viennent quand le terrain est déjà en déséquilibre. D'accord. Et du coup, on l'a mentionné. Alors, j'avais une question avant. Là, on est dans un contexte un peu particulier depuis presque 1 an. Et est-ce qu'il y a des problématiques chez ceux qui viennent vous voir, donc qui deviennent vos patients, qui reviennent plus que d'autres? Est-ce que du coup, on voit plus, vous voyez plus de fatigue, d'anxiété, de stress dans les raisons pour lesquelles ils viennent vous voir? Alors je dirais pas vraiment, dans le sens où la fatigue, l'anxiété, le stress, c'est toujours des motifs de consultation 9 fois sur 10. D'accord. Alors évidemment, il y a effectivement ce stress en plus, avec des problématiques qui tournent plutôt autour du fait de rester à la maison, plus de sédentarité, typiquement plus de problèmes de circulation dans les jambes avec le télétravail, le fait qu'on bouge moins pour aller dans les transports en commun, pour marcher pour aller à son travail, etc. Qu'on ne puisse pas aller en salle de sport ou ce genre de choses. Et il y a aussi... En fait, il y a étonnamment aussi des choses un peu plus positives du fait que les gens puissent rester plus facilement chez eux. Par exemple, ils mangent mieux, ils dorment plus. Ils prennent plus la peine de faire à manger, par exemple. Exactement. Et il y a moins ce stress lié, par exemple, aux bouchons, aux transports en commun. Après, il y a bien sûr tout ce fond d'anxiété générale par rapport au Covid. Ça, c'est clair. D'accord. Et du coup, oui, je disais, on l'a mentionné lors de votre présentation, vous faites de la naturopathie, donc c'est ce que vous faites à la base, en fait, c'est ce que vous faites le plus, peut-être, dans les différentes choses que vous proposez, parce que vous proposez aussi, excusez-moi d'avance pour la prononciation, des massages Chinetsang. Ok. Tout simplement. Donc ça, c'est un massage plutôt ventral, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? En fait, c'est un massage qui est à la fois physiologique et un peu plus énergétique, entre guillemets. Plutôt, j'aime pas forcément le terme d'énergétique, mais plus émotionnel, on va dire. Qui va donc, on vient donc masser le ventre, chercher les tensions, les zones de blocage, et également, surtout au niveau du plexus solaire, c'est une zone privilégiée pour l'anxiété, les intestins, pour les problématiques de transit, c'est très intéressant aussi. Vous êtes aussi de ceux qui disent que le ventre, c'est le deuxième cerveau. Oui. Oh oui. Et vous avez aussi Tuina. Tuina, oui. C'est le massage traditionnel de la médecine chinoise. Oui. Et donc, ça va être vraiment un rééquilibrage global du corps. D'accord. Donc, ça libère les tensions, en fait. C'est ça en partie. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, moi, ce qui m'intriguait beaucoup, en plus de la naturopathie, ce sont les ventouses. Oui. Parce qu'on voit ça dans les films, mais en fait, je pense que beaucoup de nos auditeurs, téléspectateurs, ne savent pas forcément en quoi consiste cette technique. C'est vrai que c'est une technique traditionnelle à la base qui avait un peu, pas disparu, mais été mise entre parenthèses pendant quelques décennies, on va dire. Mais on en retrouve dans toutes les grandes médecines traditionnelles. La médecine chinoise, bien sûr, mais aussi en Europe. C'était très utilisé au début encore du siècle. D'accord. Et maintenant, c'est vrai qu'on utilise un peu plus des ventouses un peu plus modernes, avec des aspirations plutôt mécaniques et plus par le feu. D'accord. Comme avant. On a beaucoup de modèles aussi en silicone, ce qui rend les choses plus pratiques. C'est quelque chose de douloureux en fait à la base? Pas du tout. C'est pas du tout douloureux. On les sent à peine. Ça fait comme un massage. Ok. Est-ce qu'on peut le comparer peut-être à des pierres chaudes au niveau de la sensation ou pas du tout? Je dirais non. Ça fait comment dire? Comment se sentent les personnes qui pratiquent, qui ont ce soin-là après en fait? Quelle va être très légère. D'accord. Okay. Vraiment légère. Comme si on aspirait aussi les tensions. Exactement. En fait, on va créer un vide
un vide d'air qui va permettre donc de redonner de la fluidité, du mouvement au tissu, à la circulation. Et c'est vrai qu'en général, après, on se sent un peu libéré, je dirais, au niveau des tensions, de la circulation, etc. D'accord, mais vous ne vous arrêtez pas là, vous faites aussi de la réflexologie plantaire et du massage suédois. Oui. Et donc du coup, quelles sont les particularités? Alors, réflexologie plantaire, on aura bien compris où ça se situe, mais le massage suédois du coup. C'est un massage global du corps aussi, assez tonique. Moi, j'aime bien le conseiller, notamment aux sportifs. Ouais. C'est un massage assez profond. De récupération ou de mise en condition pour l'effort? De récupération, je dirais plutôt. Après, voilà, moi, je personnalise toujours mes massages quand quelqu'un vient me voir. S'il veut un massage Twina, mais qu'il a vraiment mal au ventre ou qu'il a une problématique, peu importe au final, je personnalise, je n'applique pas juste un protocole, bien sûr. Mais du coup, quand les personnes viennent vous voir, à la base, elles viennent vraiment pour de la naturopathie, quelque chose qui est très mis en avant sur votre site internet, dont vous nous donnerez le nom juste après, et découvrent après ce que vous faites, ou alors ils ont déjà leur petit programme, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui viennent parce qu'elles ont envie de se faire masser, tout simplement, et après elles s'intéressent à la naturopathie, ou pas du tout. Et il y a des personnes qui viennent me voir pour la naturopathie et qui sont intéressées par un massage, ou tout simplement je leur conseille par rapport à leur problématique un certain massage, et c'est vraiment complémentaire en fait. Et du coup, pour voilà, informer un peu, si jamais quelqu'un n'ose pas forcément sauter le pas parce que n'a pas encore assez d'informations aussi, comment une séance se passe ou le suivi, en combien de séances ça se fait? La première séance, je suppose qu'il y a un peu une fiche d'identité qui est faite. C'est ça, un bilan, oui. Voilà, et ensuite, en fait, qu'est-ce qui se passe? Alors effectivement, pour la première séance qui est longue, je l'avoue, je parle beaucoup. Elle dure à donc, peu près 1h30 1h45, voire 2 heures. Ok. On va faire un bilan, ça s'appelle un bilan vital naturopathique. D'accord. Et donc on va poser toute une série de questions à la personne pour connaître un petit peu ses habitudes de vie, ses habitudes alimentaires, ses antécédents médicaux. On va faire comme une carte un petit peu des différentes parties du corps pour pouvoir connaître mieux le terrain, tout simplement. D'accord, ok. La constitution. Et donc ensuite, en général, est-ce qu'il y a une moyenne de durée dans le temps? C'est très variable, ça dépend vraiment de la problématique de base. Effectivement, alors il y a des personnes qui viennent juste une fois et ça suffit parce qu'il y avait la première méthode de la naturopathie, c'est l'alimentation. Oui. Donc à partir du moment où on modifie l'alimentation, qu'on trouve quelle alimentation est la meilleure pour la personne, parfois les gens n'ont plus de soucis, ils ne reviennent plus tout simplement. C'est pas souvent le cas, je l'avoue, parce que souvent il y a besoin d'un suivi un petit peu plus long. Ça dépend encore une fois des problématiques. Et je peux pas vraiment dire combien de séances. C'est vraiment difficile. Alors, je suppose qu'il y en a qui ne viennent pas parce qu'ils se disent si ce n'est qu'une affaire d'alimentation, à la rigueur, je peux me débrouiller tout seul. Est-ce qu'il y en a, je suppose, à qui vous apprenez des choses, peut-être des intolérances, Tout des à fait. allergies Vraiment, oui. Oui, parce que c'est vrai que l'alimentation saine, c'est quelque chose dont maintenant tout le monde parle, les magazines, etc. Il faut savoir le faire, quoi. Et le problème, c'est que souvent, un aliment n'est pas forcément bon pour tout le monde. Je prends par exemple le cas des légumineuses, parce que c'est vrai qu'on en parle énormément et que c'est un aliment sain, ce qui est tout à fait vrai, aliment sain, IGBA, etc. Sauf qu'il y a certains intestins sensibles qui ne les digèrent pas du tout. Et des personnes qui se rendent malades justement en mangeant trop de lentilles ou trop de pois chiches. C'est vraiment juste un exemple. Mais il faut vraiment personnaliser l'alimentation en fonction du corps de chacun. Et du coup, j'ai quelque chose qui me vient là. Il y a eu aussi, je ne sais pas si on peut appeler ça une mode, du jour au lendemain, tout le monde était intolérant au gluten. Le gluten, c'est vraiment un grand débat, effectivement. Alors, il y a des gens qui sont vraiment intolérants au gluten, les personnes qui ont la maladie cœliaque. Il y a des personnes qui sont sensibles au gluten. Effectivement, ça, c'est quelque chose qui n'a pas été vraiment prouvé encore scientifiquement.
Mais ce qui est souvent le cas aussi, c'est que dans les céréales à gluten, il y a d'autres substances qui peuvent créer justement une sensibilité intestinale. C'est les fructanes, les fameux fructanes qui font partie de la famille des FODMAPs, qui sont des glucides extrêmement fermentescibles, qu'on voit, qui ont été vraiment mis en valeur ces dernières années par rapport notamment au syndrome de l'intestin irritable. Et donc il y a beaucoup de personnes qui arrêtent le gluten en pensant que c'est le gluten qui leur fait mal au ventre, alors qu'en fait ce sont les fructanes. D'accord. Donc, D'accord, donc on peut se tromper, on peut penser que c'est, parce que c'est de ça dont on parle beaucoup, c'est du gluten. C'est vrai. Et en fait, on n'est pas forcément au courant, conscient qu'il y a d'autres choses qui peuvent l'expliquer. Il y a d'autres choses qui peuvent expliquer. Après, évidemment, les études, elles ont mis aussi en valeur que le gluten est effectivement inflammatoire pour beaucoup de personnes, mais pas de manière problématique le plus souvent. De toute façon, c'est souvent le cas, c'est les excès qui sont... oui, tout à fait. Comme les légumineuses. Oui, exactement. Je suppose bien que si on mange des lentilles tous les jours, ça va créer des soucis, mais comme si on mange des pâtes tous les jours, ça en crée d'autres. Et ça en crée, quoi. Et du coup, pour ceux qui nous regardent et nous écoutent, est-ce que vous auriez un mot, un conseil, voilà, pour ceux qui veulent sauter le pas, mais qui encore hésitent un peu, est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'on pourrait leur dire ? Je dirais simplement que c'est un beau voyage. Très belle phrase, voilà. Eh bien, on s'en contentera. Alors, pour finir, Agathe, est-ce que vous pourriez nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver, que ce soit les réseaux sociaux si vous y êtes ou votre site internet ? Alors effectivement, oui, vous pouvez me retrouver sur mon site internet de naturopathe, Agathe Lapalus, naturopathe. J'ai également une page Facebook et un Pinterest. Et vous pouvez également retrouver mon deuxième site aussi, qui s'appelle Le Sourire de l'intestin, qui aborde justement toutes ces problématiques autour du syndrome de l'intestin irritable. Et vous pouvez me suivre aussi sur Instagram pour Le Sourire de l'intestin. Et j'ai vu aussi que sur votre site internet, donc le premier dont vous avez parlé, vous écrivez des articles ? Oui, c'est ça, j'ai un blog, effectivement. Et qu'est-ce que vous abordez en fait Alors sur ce premier site, il y a vraiment des articles sur toutes sortes de thèmes qu'on peut retrouver, notamment par rapport dans la naturopathie. Donc l'immunité, il y a des recettes également, il y a un article sur les ventouses, si ça intéresse les personnes pour en savoir un petit peu plus. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai surtout fait des articles sur l'immunité, justement, par rapport à la pandémie. Eh bien, je ne me souviens même plus. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal, effectivement. En tout cas, moi, ce que je retiens aussi, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de tomber malade ou d'avoir des nœuds ou des problèmes physiques pour aller aussi se détendre et prendre soin de soi. Oui, exactement. La prévention, la relaxation, c'est vraiment ça fait partie de l'hygiène de vie, je dirais. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. Merci de m'avoir invitée. C'était très intéressant. Je suis sûre que les invités qui vont arriver juste après vous auraient eu plein de questions. Merci beaucoup en tout cas pour votre déplacement. Et puis, on rappelle que vous êtes situé donc en Seine-et-Marne, près de Meaux, à Nanteuil-les-Maux. C'est ça. Donc n'hésitez pas sur la page Parlons-en, donc la page Facebook que vous pouvez retrouver dès maintenant. Vous aurez le lien du site internet et les contacts d'Agathe Lapalus si jamais la naturopathie, les différents massages ou même les ventouses vous intéressent. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre venue. Nous on se retrouve juste après la pub. Je vous dis à tout de suite. On vous offre un peu de magie et de féerie dans votre journée et on retourne en enfance avec votre émission Disney Forever. Replongez-vous dans les Disney d'antan et écoutez les nouvelles créations tout en découvrant les anecdotes qui se cachent derrière vos héros préférés. Et ça, c'est sur GFM la radio tous les jeudis de 19h10 à 20h. Eventime, c'est l'émission consacrée aux événements de votre région et alentour. Venez découvrir tous les jeudis de 20h à 21h30 l'événement que nous mettons en avant. Les invités nous présenteront leur événement, l'occasion de savoir ce qu'il se passe près de chez vous. Eventime, une émission qui vous ressemble et qui est faite rien que pour vous. Alors rendez-vous tous les jeudis de 20h à 21h30 sur www.gfmlaradio.com.
Vous êtes une entreprise et vous souhaitez communiquer sur GFM la radio? Passez dès à présent votre publicité sur votre radio préférée. Nous sommes à l'écoute de vos envies et de vos besoins et vous proposons un service sur mesure. Contactez-nous dès maintenant sur notre site internet gfmlaradio.com. Vous avez raté les émissions de la semaine et vous le regrettez? Nous vous comprenons bien. Mais pas de panique, la session de rattrapage arrive tous les dimanches de 8h à 20h. Connectez-vous sur gfmlaradio.com pour retrouver toutes les émissions de la semaine. C'est tous les dimanches de 8h à 20h. Vous êtes une entreprise, un particulier et vous souhaitez organiser un événement qui marquera les esprits? L'agence Liane Concept est là pour répondre à vos attentes et concevoir l'événement de vos rêves. Contactez-nous dès maintenant au 06 66 94 06 08 ou sur notre site www.lianconcept.com. LYANconcept.com. Hey, votre radio GFM la radio, disponible sur tous les stores. Connectez-vous, tapez GFM la radio et profitez bien de votre écoute. Faites grandir la communauté, on compte sur vous. Hello, c'est Claire. Retrouvez-moi dans l'émission live Dancing Show, le premier et dernier dimanche de chaque mois de 16h à 18h sur GFM la radio, en compagnie de danseurs et de chanteurs qui vous feront vibrer. Vous aimez les jeux vidéo, les séries, le cinéma et l'actu de la geekosphère vous intéresse? Alors posez vos manettes car Geek Attitude est là. Tous les samedis de 15h30 à 17h30 sur GFM la radio, nous discuterons de notre pop culture adorée. Et n'oubliez pas, jouez plus, geekez plus. Coucou Olivia, qu'est-ce que tu fais le mardi? Mais écoute Yannick, il me semble qu'on est tous les deux sur So Music. Et oui, mais qu'est-ce qui se passe dans cette émission? Tellement de choses, des rires, des délires, mais aussi beaucoup de musique. On parle de culture afro-caribéenne. Et ça, c'est tous les mardis sur GFM la radio. Et à quelle heure déjà? De 19h05 à 21h30. Alors n'oubliez pas, soyez présents tous les mardis de 19h05 à 21h30 sur GFM la radio. Salut à tous, c'est Dounia. Retrouvez-moi le premier, le deuxième et le troisième mercredi de chaque mois pour mon émission La Femme du Nil. De 17h à 19h sur GFM la radio. Je serai accompagnée d'intervenants pendant cette émission qui traite des sujets de sociologie moderne. Étant moi-même sociologue, je mettrai ma personnalité à votre service pour une émission où vous aurez la parole. À très vite sur GFM la radio. On se connaît Eh suffisamment. bien, on est de retour sur GFM La Radio TV dans l'émission, nouvelle émission Parlons-en. On vient de recevoir Agathe Lapalu qui est naturopathe à Nanteuil-les-Maux. Sujet très intéressant. Est-ce que vous connaissiez, je pose la question, vous ne savez pas encore, mais en fait je suis accompagnée, de Sandrine qui est libraire dans le monde d'Arthur. Donc c'est la librairie qui est située au centre-ville de Meaux. Et j'ai aussi Roger qui est président de l'OCAM. Et donc si ça ne vous parle pas, si je vous dis spectacle historique de Meaux, normalement vous devriez de nouveau situer. Alors merci beaucoup à vous d'être venus. Je vais faire un Bonsoir. peu ping-pong avec Bonsoir. Oui, avant de parler de toute autre chose, est-ce que vous connaissiez le sujet, la naturopathie ? Alors pour ma part, oui, parce que j'ai déjà eu affaire à la naturopathie, parce que moi j'ai une maladie auto-immune, donc je suis cœliaque, donc je connais le sujet. Ok. Donc voilà, mais c'est passionnant, même si on n'est pas malade, c'est passionnant. Et notamment là, en période de pandémie, on peut utiliser pas mal de choses, en tout cas pour renforcer ses défenses immunitaires, tout simplement. Complètement. Et Roger, du coup, vous connaissiez ? Alors moi non, mais mon épouse oui. D'accord. Voilà. Bon, bah maintenant, vous en saurez un peu Tout plus. à fait. Vous pourrez lui dire ce soir. Par contre, sur le problème des ventouses, je me souviens, quand j'étais gamin, ma grand-mère me mettait des ventouses. Ça faisait mal ? Oui, ça faisait mal. Hein, parce que Ouais. moi, j'ai vu la photo. Quand elle m'a dit c'est plus chauffé par le feu. Ah oui, non, mais je vous confirme, Olivia, que ça fait mal. Hein. Mais ça fait du bien après. Oui, ouais, Voilà. Faut souffrir, alors là, pas pour être beau, mais pour être détendu. Tout à quoi. fait. Alors moi, je connais pas du tout les ventouses. Bon, Bah, je t'en ferai, t'inquiète pas.
Alors je précise, nos deux invités se connaissent, donc là ça va être le petit moment discussion, conversation, mais on va aussi en apprendre beaucoup, et de l'un et de l'autre. Donc on va commencer par de petites questions au Roger. Donc, Mais avec grand plaisir. Donc voilà, c'est Roger Méallier, Tout à qui est fait. président de l'OCAM. Et justement, en parlant de l'OCAM, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que c'est ? Office de concertation et d'animation du Pays de Meaux. Donc c'est une association loi de 1901. Et nous co-gérons avec la ville le spectacle historique de Meaux. D'accord. Alors, Entre autres. Entre autres. Du coup, qu'est-ce que l'OCAM fait d'autre ? Parce que c'est vrai qu'on connaît le spectacle historique, Ah oui. mais du coup, quelles sont les autres Alors actions ? la deuxième activité de l'OCAM, qui représente à peu près 30% de son activité, c'est l'aide aux associations du Pays de Meaux, l'aide aux associations socio-culturelles du Pays de Meaux, en termes de plein de choses, hein, de prêt de matériel, son, vidéo, de prêt de costumes, de création de documents, de création de visuels, et puis aussi d'aide par des formations, donc en comptabilité ou des formations en gestion. Donc du coup, qui dit association dit adhésion. Oui. Donc est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui peut adhérer, que ce soit pour le spectacle historique ou pour d'autres associations, et quels sont peut-être les avantages ou juste ce que... Alors, en quoi ça consiste ? peut adhérer toutes les associations socio-culturelles du Pays de Meaux. Et puis, en ce qui concerne le spectacle, eh bien, toute personne de 3 à 77 ans, c'est comme chez Tintin, pour ça qu'on rejoint la libraire, qui souhaiterait donc s'investir, participer à une grande aventure humaine, en fait, parce que le spectacle historique, c'est avant tout une grande aventure humaine. Complètement, donc c'est une vraie institution. Justement, on va parler plus spécifiquement du spectacle historique. Depuis combien de temps il existe ? 38 ans, le premier spectacle a été créé en 82. C'était pour le tricentenaire de l'avenue de Bossuet à Meaux. Ça ne nous rajeunit pas. Ça ne nous rajeunit pas, non. Et ce spectacle, donc, avait été créé pour 2 représentations qui ont eu lieu. Et puis ensuite, eh bien, il y a eu un engouement qui s'est fait. Et nous en sommes à la 9e création, donc 2021, que nous aurions dû jouer en 2020. Mais bon, pour cause de Covid, nous n'avons pas pu le faire. Ouais. On espère sincèrement qu'on pourra le faire en 2021. Donc ça sera la 9e création, qui va s'appeler, et quand nous l'avons choisi ce nom, il n'était pas question de Covid, qui va s'appeler Folles Époques. Complètement, oui. Donc c'est un titre qui est tout à fait dans l'air du temps. Oui, alors on précise que normalement ça ne devrait pas aborder du coup l'année 2020. Non, bien sûr. Peut-être dans d'autres éditions, oui. Il y aura un remaniement. C'est les folles époques de l'histoire de France, voilà, de l'histoire de Meaux et plus généralement de l'histoire de France. Eh bien, juste avant d'avoir plus de précision, si en régie c'est bon, on va lancer un petit teaser qui est très beau, et puis on revient juste après ça. Donc bravo pour ce teaser déjà, est très beau, très fin.
Du coup, on a vu plein de choses, différentes époques. Quelles époques, en fait, va nous faire traverser ce spectacle? Alors, globalement, 2000 ans d'histoire de mots, d'histoire de France, en 75 minutes. On démarre aux Vikings et on termine à la Belle Époque, 1920-1930. Donc on peut préciser qu'il y a du théâtre, alors il y a du théâtre, de la danse, des effets spéciaux bien sûr, des artifices. Nous utilisons toutes les nouvelles techniques aussi bien en audio qu'en vidéo. Donc pour effectivement servir un spectacle de qualité aux 900 spectateurs, on l'espère, qui seront dans les gradins. Et on précise quand même que ce spectacle est joué avec comme base un décor naturel. Oui, alors c'est la cité épiscopale de Meaux, avec d'un côté la cathédrale, de l'autre côté le musée Bossuet, en face le vieux chapitre, et derrière les gradins la posterie. Donc c'est vraiment un site exceptionnel. Il y a combien de places à peu près dans les gradins qui sont 900. mis en place? 900. Ouais. Et combien de dates? Alors 2020, on aurait 6 représentations. Ouais. 5 avec public et la générale avec les enfants, avec les scolaires, puisqu'on fait toujours une générale avec les scolaires. D'accord, mais ça c'est vraiment super. Est-ce que vous avez un peu de retour justement d'enfants qui vont à cette générale? Comment ils le perçoivent? Alors vous parlez des spectateurs scolaires. Oui. Bon, ils sont étonnés parce que c'est vrai que pour un enfant de 10, 12, 14 ans, voir un spectacle avec autant de personnes sur scène, les effets spéciaux, etc., c'est surprenant. Et puis en amont, les professeurs les font travailler donc un petit peu sur le spectacle. Donc okay. Ils savent un petit peu ce qui se passe, ou tout au moins ce qui va se passer. D'accord. Et du coup, je ne sais plus si je vous avais posé la question, pardon. À ce jour, il y a combien de bénévoles qui jouent dans le spectacle historique? 450 à peu près, 450. avec une cinquantaine de techniciens. Qui sont aussi tous bénévoles. Énorme. Là, c'est particulier, c'est une nouvelle production. Oui. Donc, du coup, en général, vous mettez 1 an à peu près à le préparer. Comment ça se passe? Alors, on a tout ce qu'on prépare en amont, c'est tout ce qui est décor, accessoires, avec des investissements importants, puisque en 2020, on a investi à peu près 170 000 euros de nouveaux décors, de nouveaux accessoires. On a acheté un écran LED, par exemple, pour projeter des images donc, pendant le spectacle. Et on commence les répétitions. Là, on devait commencer au mois de janvier, on n'a pas pu. On devait en faire au mois de février, on ne pourra pas les faire non plus. Donc, on a prévu 17 répétitions échelonnées entre mars et juin. D'accord, en espérant vraiment que tout à fait. Ça se Le problème d'un nouveau spectacle comme celui-là, c'est que si on n'a pas la possibilité de répéter, ça sera difficile de jouer, puisqu'il y a environ la moitié de nouvelles scènes dans ce spectacle. Et du coup, normalement, c'est censé être joué combien d'années d'affilée? 4 ou 5 ans. D'accord, ça a toujours été ça? Oui, c'est à peu près la moyenne, oui. D'accord. Du coup, moi j'avais une question. Si jamais on veut devenir bénévole, comment on peut faire? Contacte l'OCAM. D'accord. Et puis on vous envoie une fiche d'inscription, vous vous inscrivez et puis vous venez. Alors vous pouvez, si vous voulez pas vraiment vous engager complètement, venir faire des remplacements, puisque on a toujours un volant de bénévoles de remplacement qui sont disponibles. Donc vous venez faire quelques remplacements et puis si vous êtes, comme nous le souhaitons, emballé par l'expérience, eh bien à ce moment-là vous inscrivez pour participer complètement au spectacle. D'accord. Est-ce que pour postuler, pour faire partie de l'aventure, en étant sur scène, là je parle, est-ce qu'il faut un talent particulier? Non, tout le monde a du talent.
Il suffit de C'est important de le l'exploiter. dire parce que tout le monde n'en est pas conscient. Mais oui, tout le monde a du talent et chacun a un talent différent. Il suffit de savoir exploiter le talent de chaque figurant. Ça, c'est le rôle du metteur en scène, hein, quand il fait répéter, de repérer un petit peu les qualités artistiques des uns et des autres pour justement les faire travailler dans ce sens-là. On a des écoles de danse donc qui viennent sur le spectacle. On travaille avec le théâtre Gérard Philippe. On travaille avec le théâtre Luxembourg. Voilà, on a c'est des. une aventure de ville, quoi. Enfin, Oui, vraiment, c'est l'aventure d'une ville, tout à fait, d'une ville et puis et d'une famille, parce qu'aujourd'hui le spectacle c'est devenu une famille. Et du coup, vous me parliez de mise en scène. Qui est le metteur en scène? Le metteur en scène, c'est Pierre Corbel, donc, qui avait déjà créé le spectacle précédent Héroïque. Quand vous dites créer, en fait, il a écrit ou il a mis en scène, qui s'occupe Les deux. justement Alors, il y a un comité d'écriture autour de D'accord. lui, parce qu'il n'écrit pas le spectacle tout seul. Il y a un comité d'écriture avec des historiens, puisqu'il faut aussi là faire attention à ce qu'on fait et rester vraiment dans l'histoire de Meaux et dans l'histoire de France. Et puis, lui s'occupe donc de la mise en scène. D'accord, non mais c'est important de savoir, je pense, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, que c'est coécrit et que il y a quand même le soutien d'historiens. Oui, bien sûr, Voilà, oui. Vous ne montrez pas que des artifices, il y a une vraie histoire derrière. Ah c'est l'histoire de Meaux et l'histoire de France. Quand on a une scène sur l'incendie des moulins de Meaux, les historiens se sont penchés sur l'incendie des moulins de Meaux pour que la scène que nous allons reproduire donc dans ce spectacle, elle colle parfaitement à cette période, puisque l'année dernière c'était le centenaire des incendies des moulins de Meaux. D'où l'exposition au musée Bossuet que malheureusement on n'a pas pu encore visiter puisque le musée est fermé. On espère pouvoir le faire rapidement. Très bien. Est-ce que vous, personnellement, vous avez déjà participé à des spectacles? Oui. Alors moi, je l'ai fait pendant 18 ans en tant que bénévole. Oui, quand même. Oui. À l'époque, donc, c'était Charles Beauchard qui était metteur en scène du spectacle, puisque c'est lui qui l'a créé en 82 et jusqu'à son décès, donc il était metteur en scène du spectacle. D'accord. Et j'ai joué pendant 18 ans ce spectacle. Ça vous manque pas? Je fais des remplacements maintenant. D'accord. Voilà, quand un soir j'ai envie de me faire plaisir, donc je mets un costume et puis je vais. Vu que vous connaissez le spectacle par cœur. Un petit peu, ouais. Donc je vais sur scène et puis je me fais plaisir. Ok, merci beaucoup. Pour terminer, j'aurais voulu que vous rappeliez où on peut vous trouver sur les réseaux. Est-ce qu'il y a un site internet? Alors, il y a un site internet que je ne connais pas. Normalement, si on tape spectacle historique de Meaux, voilà. C'est bien référencé. C'est le mieux, oui. Vous tapez spectacle historique de Meaux et vous trouverez toutes les informations sur Facebook ou sur Twitter. Je ne suis pas très réseaux sociaux, donc moi, c'est pas vrai. Je ne voulais pas vous piéger, mais ce n'est pas forcément votre partie. Pas vraiment. Merci beaucoup. Vous restez avec nous avec plaisir. Sur le plateau. Sandrine, vous aviez quelques questions à Pas du tout. C'était complet. Oui, il est parfait. Moi, elle me connaît par cœur. Non, oui, c'est en toute objectivité qu'elle dit ça, bien entendu. Eh bien, écoutez, chers auditeurs, on ne se quitte pas. Juste avant que notre dernière invitée nous rejoigne, on va partager avec vous un petit reportage qu'on a fait il y a quelques jours d'une nouvelle boutique qui s'appelle Fier comme un coq et qui met en avant le 100% Made in France. Bonjour à tous, donc moi c'est Arthur, j'ai 33 ans et je suis le gérant de Fier comme un coq à Meaux. Donc Fier comme un coq a ouvert le mercredi 30 décembre. C'est l'aboutissement d'un projet qui a commencé il y a maintenant un an pratiquement. C'est vraiment un plaisir de voir que déjà la boutique attire. Voilà, il y a un intérêt pour le sujet du Made in France, donc ça déjà ça fait plaisir. Et puis vis-à-vis de la conjoncture, c'est peut-être aussi un petit peu d'espoir et un petit peu d'optimisme qui se répand avec l'ouverture d'une boutique, justement c'est que du positif pour l'instant. Mon point de départ, c'était que je voulais d'abord ouvrir une boutique à Meaux. Parce que je ne suis pas Meldois d'origine, je suis arrivé sur Meaux il y a 3 ans à peu près. Et quand je suis arrivé, tout de suite, je me suis dit que le centre-ville, en fait, était sous-exploité. Il y avait un gros potentiel parce que Meaux est quand même une grosse ville et que du coup, les boutiques qui étaient proposées n'étaient pas à la hauteur.
qui avait beaucoup d'espaces vides, il manquait un peu de dynamisme. Donc je me suis dit, dans un premier temps, pourquoi pas ouvrir une franchise d'une grosse marque pour faire un peu locomotive en centre-ville. Et puis après, je me suis dit peut-être un peu trop facile, entre guillemets, pourquoi pas essayer de développer un concept personnel un peu plus fort qui me correspond un peu plus aussi. Donc j'ai réfléchi et moi, le Made in France, c'est pas juste une étiquette, c'est vraiment l'idée de développer une dynamique autour. C'est une tendance vraiment profonde aujourd'hui dans la société, renforcée depuis l'année dernière par le confinement et par tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, les Français veulent retourner acheter proche de chez eux. Les centres-villes n'ont jamais été aussi remplis. Et puis, il y a une recherche de sens aussi dans ce qu'on achète. Donc, le Made in France, finalement, est venu assez naturellement dans mes réflexions. Et en creusant un petit peu, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses qui étaient possibles de faire avec du Made in France. Énormément de marques qui existent, qui proposent des produits très différents, comme on peut le voir dans la boutique. Donc voilà, l'idée c'était un petit peu une boutique un peu vitrine du savoir-faire français. L'accueil depuis une semaine est assez incroyable. Les gens entrent avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de me remercient d'ouvrir ce genre de commerce, en me disant que c'était un peu le genre de commerce qui manquait sur Meaux, qui sont sensibles à cette thématique du Made in France. L'élément déclencheur, ça a vraiment été le confinement et puis toute cette période propice à la réflexion et au travail aussi, l'introspection. Donc j'en ai profité pour savoir ce que vraiment moi je voulais faire professionnellement. Quand j'ai décidé de m'arrêter sur le Made in France, donc j'ai cherché mes fournisseurs principalement sur Internet, sur les réseaux sociaux, L'idée c'est que je voulais pas des grosses marques habituelles, je voulais qu'on retrouve des marques qui se développent, qui font leur vie comme elles le peuvent et qui développent surtout des produits qui sont un petit peu différents, qui ont une démarche responsable, soit écologiquement, soit socialement. La plupart des produits que vous voyez, ils s'appuient sur une démarche zéro déchet. Donc par exemple, la marque Andro, tout ce qui est cosmétique, eux ils consignent leurs bocaux. Donc ce n'est pas contraignant, mais le client, lorsqu'il l'achète, peut revenir ici le rapporter vide. Ça repart au fabricant. Les gourdes Gobilab, ça c'est que des produits fabriqués en matière recyclée. Donc plastique recyclé, verre recyclé et surtout assemblés et fabriqués par des travailleurs handicapés dans un ESAT. Donc voilà, il y a toujours une dimension sociale ou donner du sens. Tout le côté épicerie qui va se développer prochainement, lui, c'est pareil. Les bières sont faites à base de pain invendu. On a des confitures faites à base de fruits invendus. On a toute une gamme à base de lait de chèvre en excédent de production. Et puis on a les petits miels bleu blanc ruche qui sont des miels issus de repeuplement, donc avec des ruches installées un peu partout. Voilà, donc l'idée c'est se faire plaisir aussi aux autres, mais en ayant un achat responsable et un achat où on se dit j'ai fait une bonne action. Donc voilà, c'était un petit reportage que j'ai vraiment pris plaisir à faire. J'ai appris beaucoup de choses sur cette boutique qui, au moment où j'ai fait le reportage, était ouvert depuis une semaine. Donc je remercie vraiment Fière comme un coq d'avoir répondu à toutes mes questions, de nous en avoir appris plus sur sa nouvelle boutique et je ne lui souhaite que de réussir. On va se retrouver dans quelques minutes, on va faire une petite pub et une dernière invitée nous rejoindra, c'est Karine. Roger me demandait tout à l'heure mais je ne répondrai pas, elle se présentera très bien, en tout cas j'ai hâte. Donc on se retrouve après la pub avec Karine et juste avant on aura la petite rubrique de Sandrine sur 3 livres qu'elle nous conseille de lire. A tout de suite. On vous offre un peu de magie et de féerie dans votre journée et on retourne en enfance avec votre émission Disney Forever. Replongez-vous dans les Disney d'antan et écoutez les nouvelles créations tout en découvrant les anecdotes qui se cachent derrière vos héros préférés. Et ça, c'est sur GFM la radio tous les jeudis de 19h10 à 20h. Eventime, c'est l'émission consacrée aux événements de votre région et alentour.
Venez découvrir tous les jeudis de 20h à 21h30 l'événement que nous mettons en avant. Les invités nous présenteront leur événement, l'occasion de savoir ce qu'il se passe près de chez vous. Eventime, une émission qui vous ressemble et qui est faite rien que pour vous. Alors rendez-vous tous les jeudis de 20h à 21h30 sur www.gfmlaradio.com. Vous êtes une entreprise et vous souhaitez communiquer sur GFM la radio? Passez dès à présent votre publicité sur votre radio préférée. Nous sommes à l'écoute de vos envies et de vos besoins et vous proposons un service sur mesure. Contactez-nous dès maintenant sur notre site internet gfmlaradio.com. Vous avez raté les émissions de la semaine et vous le regrettez? Nous vous comprenons bien. Mais pas de panique, la session de rattrapage arrive tous les dimanches de 8h à 20h. Connectez-vous sur gfmlaradio.com pour retrouver toutes les émissions de la semaine. C'est tous les dimanches de 8h à 20h. Vous êtes une entreprise, un particulier et vous souhaitez organiser un événement qui marquera les esprits? L'agence Liane Concept est là pour répondre à vos attentes et concevoir l'événement de vos rêves. Contactez-nous dès maintenant au 06 66 94 06 08 ou sur notre site www.lianconcept.com. LYANconcept.com. Hey, votre radio GFM la radio, disponible sur tous les stores. Connectez-vous, tapez GFM la radio et profitez bien de votre écoute. Faites grandir la communauté, on compte sur vous. Hello, c'est Claire. Retrouvez-moi dans l'émission live Dancing Show, le premier et dernier dimanche de chaque mois de 16h à 18h sur GFM la radio, en compagnie de danseurs et de chanteurs qui vous feront vibrer. Vous aimez les jeux vidéo, les séries, le cinéma et l'actu de la geekosphère vous intéresse? Alors posez vos manettes car Geek Attitude est là. Tous les samedis de 15h30 à 17h30 sur GFM la radio, nous discuterons de notre pop culture adorée. Et n'oubliez pas, jouez plus, geekez plus. Coucou Olivia, qu'est-ce que tu fais le mardi? Mais écoute Yannick, il me semble qu'on est tous les deux sur So Music. Et oui, mais qu'est-ce qui se passe dans cette émission? Tellement de choses, des rires, des délires, mais aussi beaucoup de musique. On parle de culture afro-caribéenne. Et ça, c'est tous les mardis sur GFM la radio. Et à quelle heure déjà? De 19h05 à 21h30. Alors n'oubliez pas, soyez présents tous les mardis de 19h05 à 21h30 sur GFM la radio. Salut à tous, c'est Dounia. Retrouvez-moi le premier, le deuxième et le troisième mercredi de chaque mois pour mon émission La Femme du Nil. De 17h à 19h sur GFM la radio. Je serai accompagnée d'intervenants pendant cette émission qui traite des sujets de sociologie moderne. Étant moi-même sociologue, je mettrai ma personnalité à votre service pour une émission où vous aurez la parole. À très vite sur GFM la radio. Merci d'être avec nous, d'être resté avec nous, de nous avoir rejoints. Écoutez, moi je passe une très bonne émission, je ne sais pas pour vous. En plus, on a une nouvelle arrivée. Nous avons Karine. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Karine. Alors Karine, elle est traiteur et ça s'appelle Chez Karine. Je reviendrai vers vous juste après. Mais avant, on va avoir notre petit instant littérature avec Sandrine. Qui va nous proposer 3 livres. Alors, j'ai lu les résumés, les 3 ont l'air super. Donc, juste avant, on va faire une petite immersion dans votre librairie, qui est Le Monde d'Arthur, et on revient juste après. Ça va arriver. Pour y être allée, je m'y suis très bien sentie. Donc on rappelle que votre librairie Le Monde d'Arthur est située à Meaux. Oui. Elle est ouverte depuis combien de temps? Alors j'ai ouvert moi la librairie en 2006, octobre 2006, dans la même rue, mais un peu plus bas.
sur 50 mètres carrés. Et 2 ans après, j'ai déménagé sur ces 100 mètres carrés où vous êtes venus, donc au 7 rue de la Cordonnerie. Tout à fait, merci beaucoup pour la précision. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas venus les mains vides, vous nous avez amené 3 livres complètement différents. Alors on va juste préciser pour cette fois-ci quelle est la cible des livres que vous avez choisis. Alors déjà, je voulais prendre 3 livres qui nous fassent évader, en fait. D'accord. Je voulais absolument, on en a besoin, voilà, changer les idées, d'être dans un autre monde. C'est la seule chose qu'on a un peu le droit, en fait, en ce moment, c'est de lire. Voilà, c'est aussi 3 coups de cœur que j'ai eus sur l'année 2020. Je viens de commencer la rentrée littéraire 2021, en tout cas de janvier, mais je n'ai pas assez lu pour vous proposer des choses. Mais là, pour moi, ça paraît être des incontournables de cette année 2020. D'accord. Je finirai par le meilleur. D'accord. Et je vais commencer par le plus romanesque, la saga des Casalets. Alors, n'hésitez pas à montrer qui est le tome, livre. En fait, tome 1. Le tome 2 est sorti là au mois d'octobre. Et celui-ci était sorti au printemps. Donc moi j'ai lu ça pendant le premier confinement et c'était super. D'accord. C'est l'histoire, je peux laisser comme ça, c'est l'histoire d'une famille londonienne, bourgeoise, qui... on va suivre cette famille qui vit un peu... ils vivent entre eux. D'accord. Il y a 3 garçons, une fille, les parents. Et les belles filles qui sont là, et en fait ils passent leur été tous ensemble. D'accord. Il ne se passe pas grand-chose dans ce premier volet, parce que je pense que l'auteur a voulu mettre en place tous ces personnages. Au début, ce sont vraiment les parents, les belles filles qui s'expriment, parce qu'en fait chacun a la parole. Et en fait, au fur et à mesure, on a les enfants, les petits-enfants qui vont parler, etc. Ça se passe à quelle époque ? Les années 20, puisqu'on est en fait... oui, la première partie là, commence dans les années 20. D'accord. Et en fait, au départ, on les trouve tous parfaits. Et au fur et à mesure, on va découvrir les petits travers des uns et des autres. Et en même temps, on sent un contexte international compliqué. On sent que on sort de la Première Guerre mondiale, mais on sent quand même qu'on n'est pas loin de cette Seconde Guerre mondiale. Et en fait, on suit toute cette famille voilà, de cette manière. Et le deuxième volet est sur la Seconde Guerre mondiale. D'accord. En tout cas, l'arrivée de... Voilà. Donc, moi, j'adore cette époque, donc je crois que, bon, après avoir fini mes 3 autres livres, ça a l'air vraiment top. Ça pourrait être ça pourrait être adapté, vraiment. Moi, j'ai trouvé... Un peu à l'époque des chroniques de Bridgerton. Exactement. Et Downton Abbey. Exactement, c'est tout à fait... Sauf que c'est quand même très, très bien... Enfin, au niveau écriture, c'est vraiment très, très bien écrit. D'accord. Et oui, moi j'ai vraiment aimé en plus les personnages, l'atmosphère et puis les personnages. Ok. Voilà. Bon, je suis convaincue. Roger, vous êtes convaincu ? Alors, moi, c'est pas trop mon style de littérature, mais moi, je suis plutôt roman policier, donc je m'abreuve en roman policier chez Sandrine à chaque fois que j'ai besoin. Et Karine, est-ce que c'est votre style de lecture ? Pas forcément. Non, pas forcément. Ça peut pas plaire à tout le monde. Là, j'en suis consciente. Alors, je vais juste prendre le livre et le montrer. Alors, je vous remettrai de toute façon la couverture. Pardon, je croyais que c'était en face. Alors, voilà. Je pense que vous le voyez un petit peu plus. Donc, c'est écrit « Été anglais ». Donc, elle est particulière en plus, la couverture, donc elle est reconnaissable. Hein. Moi, je l'ai trouvé rapidement. Donc voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je le pose à côté de moi, je vous le rendrai. Ah oui, parce que c'est les miens. Et j'y tiens. Je suis un peu fétichiste, mais je comprends. J'ai des tocs. Alors, on passe au deuxième. Alors après, c'était une pure merveille d'écriture. Okay. Vraiment, vraiment. Parce que en fait, c'est Dominique Fortier qui raconte l'histoire, la vie du début de la vie d'Emily Dickinson. Donc moi j'ai découvert une poétesse que je connaissais peu. C'est une atmosphère, mais alors en fait c'est l'écriture. Pour ceux et celles qui aiment la belle écriture, c'est un bijou, c'est délicat, ça fait du bien. Moi je le lisais le matin parce que c'est des chapitres très courts. Avec le café, le thé. Exactement. Et en fait
je lis un chapitre et j'ai envie de poser parce que ça amène à la rêverie, D'accord. à la Il faut le digérer en fait, il faut le exactement, vivre. Ouais. exactement. Et en plus, on a besoin de beau en ce moment. Ouais. Et toute cette petite littérature qui nous dépayse les beaux mots, alors que on découvre sa vie au fur et à mesure. Alors, c'est pas une vie très tout feu tout flamme, mais cette écriture délicate, c'est une pure merveille. Franchement, c'est à lire. Elle vient d'avoir le prix Renaudot des essais, je crois, les essais Renaudot. Et vraiment, elle le mérite parce que c'est un livre qui mérite d'être lu. D'accord. Vraiment. Alors, je vais vous l'emprunter. Donc, on rappelle le titre, Les villes de papier, une vie d'Emily Dickinson de Dominique Fortier. Donc, la couverture est toute bleue, tout en simplicité. Et eh bien, je retiens en tout cas le conseil, et je pense que nos auditeurs aussi. Et on passe au troisième, qui pour vous est le meilleur. Alors, lui, c'est mon chouchou. C'est un premier roman. Elle est donc pas du tout connue, une jeune auteure, 33 ans. C'est un livre, il y a tout. Mais il y a tout, c'est... Alors, premier chapitre, on découvre l'histoire des parents, donc de cette femme qui va avoir une histoire de fesses, on peut le dire, avec cet homme. Elle tombe enceinte, elle se fait battre par son père, elle retrouve cet homme qui, en fait, lui est Cherokee. Donc, il va l'épouser. Et en fait, on va suivre donc ce couple et leurs 8 enfants après. D'accord. Et en fait, c'est Betty qui raconte l'histoire de sa famille. Betty qui ressemble en fait à son père, qui est Cherokee. C'est peut-être la seule d'ailleurs qui a la peau mate de son père, alors que les autres, comme la maman est blanche, ils sont beaucoup plus blancs. D'ailleurs, les frères et sœurs lui posent toujours des questions. Pourquoi elle et pas eux? Et elle va d'ailleurs connaître toute la dureté de l'être humain en allant à l'école, où elle va se faire moquer. Enfin, il y a des passages très durs. Et en même temps, cette jeune fille qui va devenir une jeune femme, c'est vraiment un beau portrait féminin. Et elle est très très proche de ce père, qui est un magnifique père. Franchement, c'est un beau portrait d'homme, qui en fait va lui apprendre, lui raconter l'histoire, son histoire, des Cherokees, les traditions, le rapport à la nature. Alors moi j'ai adoré parce que ça fait un bien fou. Tout ce rapport à la nature, comment on cultive, par rapport à la lune. Et en fait lui il fait des remèdes aussi pour soigner les gens. Donc voilà, c'est toute l'histoire de cette famille avec des moments difficiles de la vie et puis ces beaux moments lumineux. Et puis, voilà, c'est vraiment, pour moi c'est un grand texte, un grand roman. Je pense que c'est une auteure qui, si elle écrit autre chose, qu'on suivra, parce que c'est vraiment c'est pas une saga, mais c'est vraiment le grand roman pour moi. On nous l'avait vendu comme ça pour la rentrée littéraire en juin. Et franchement, j'ai pas été déçue et j'en ai vendu, je crois, plus de 150. Ah oui. Vraiment, ouais. Et avec beaucoup de bons retours aussi de clientes et de clients. Est-ce qu'on peut juste rappeler le titre et l'auteur? Betty, Tiffany McDaniel, chez Gallmeister. Beaucoup d'auteurs américains chez eux. Et en général, très très bon. C'est une belle leçon de vie, en fait. Ah oui. Et du coup, quand on le lit, est-ce qu'on a envie, pas forcément de changer de vie, mais on se remet en question peut-être? Il y a ce rapport à la nature, de ce que je comprends, qui fait réfléchir. Pas envie de changer de vie, non. Pour moi, c'est un roman magistral aussi sur la libération. Enfin, on parle beaucoup des femmes. Et c'est aussi ça, cette jeune fille qui va voir des choses, qui va entendre des choses dans sa famille, qui va subir beaucoup de choses, qui va se taire, qui va grandir, qui va apprendre, et à la fin, c'est une libération. Et c'est ça, et c'est très lumineux aussi, parce que c'est vrai que parfois des obstacles dans la vie ou des choses difficiles à vivre, elle va y trouver la force. Et donc non, c'est un grand moment. Moi, j'ai pleuré à la fin comme une libération, comme Betty. C'était incroyable, parce que j'ai eu vraiment l'impression de vivre avec elle pendant toute la durée de la lecture de ce livre. Et du coup, en vous entendant, on se rend compte, vous concernant en tout cas, que c'est peut-être rare de pleurer quand on lit. Oh non, pas du tout. Chez moi, non. c'est... Non. Je confirme. Chez moi, je pleure. Moi, je pleure tout le temps. Donc, on est sur de l'hypersensibilité, en fait. Oui, c'est ça. Mais autant que ça... Ou après, j'ai eu du mal et j'ai eu encore une cliente hier soir qui est passée en me disant « J'arrive pas à me concentrer sur un autre livre, j'ai été tellement marquée. » Et c'est vrai que moi aussi, pour le coup, j'ai dû changer de style, j'ai dû lire un polar
Parce que d'ailleurs, j'y pense encore à cette jeune fille. Et en fait, je trouve que c'est une belle leçon de vie parce que parfois, on se dit, là, je vis une période vraiment merdique et on ne sait pas si on va s'en sortir, si ça ira mieux, etc. Et que là, en fait, et puis il y a beaucoup d'espoir, en fait, pour ces jeunes filles, Enfin, non, vraiment, c'est un très, très beau texte. En vrai, j'avoue, ça m'est déjà arrivé de lire un livre et d'attendre plusieurs semaines avant de relire tout court parce qu'il faut sortir de ce qui nous a pris quoi, aussi au trip et puis après il faut retrouver un livre qui nous corresponde et dans lequel on va être plongé et ça n'arrive pas à chaque coup quoi. Enfin, moi il y a des livres où je ne peux pas m'arrêter, où je le trimballe absolument partout. Quand je prenais les transports en commun, j'avais même 5 minutes de métro, il fallait que je lise, enfin je pouvais pas. Après, là, mon avantage, c'est que je lis très lentement. Donc les livres me durent longtemps. Mais c'est vrai que du coup, parfois, quand on a eu un coup de cœur comme ça, alors tant mieux quand il y en a plusieurs, qu'il y a des suites, mais quand il n'y en a pas, oui, je comprends qu'il faille soit faire une pause ou alors changer complètement de style parce qu'on est encore trop dedans, quoi. Bah, moi, je lis beaucoup, donc forcément, parfois, on a l'impression de lire un peu les mêmes histoires. Ouais. Donc des livres comme ça, des gros coups de cœur comme ça, c'est pareil, si j'en ai 1 ou 2, voire 3 dans l'année, c'est vraiment super. Après, on fait un travail avec les représentants qui font que moi, ils connaissent mes goûts. Bon, aussi, j'aime être surprise, donc changer aussi d'auteur, découvrir des nouveaux auteurs. Donc forcément, ils sont force de proposition et après, on fait un peu du tri, mais on a quand même une présélection du fait du travail du représentant quand même. Et ça, c'est important pour nous. Il y a tellement de choses qui sortent. Alors, je vous l'emprunte. Et donc, je vous le représente, Tiffany McDaniel, qui a écrit Betty et qui est très fortement conseillée par Sandrine. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Super intéressant. Je vous les rends promis, mais je les garde bien en tête. On continue et on arrive sur notre dernière invitée que j'avais hâte de vous présenter. Donc nous avons Karine Posé qui est traiteur et gérante de sa propre structure qui s'appelle Chez Karine. Alors je vous redis bonsoir, merci beaucoup en tout cas d'être venue. Merci. On va commencer tout en douceur. Je voulais vous demander un peu le parcours que vous avez eu. Le parcours avant de créer Chez Karine? Oui. Jusqu'à l'ouverture, bien entendu. D'accord. Tout d'abord, j'ai travaillé dans le service à la personne. D'accord. En EHPAD, donc voilà. Ok. Et déjà toute petite, en fait, j'ai baigné dans la cuisine une grand-mère, souvent à la maison, entre La Réunion et ici, à Meaux. Donc vous êtes originaire de La Réunion? Oui, c'est ça. Vous êtes née là-bas? Je suis née là-bas et j'ai grandi ici. D'accord, vous êtes arrivée en métropole. Oui, j'avais 3-4 ans. D'accord, ok. Mais du coup, le fait de... Comment dire, vous êtes venue avec votre famille, vos parents en tout cas, vos grands-parents étaient encore là-bas? Oui, ma grand-mère, oui. Ok, mais vous y alliez régulièrement? Régulièrement. D'accord. Et elle vous permettait de regarder, elle vous a appris? Oui, voilà. Donc, je pose la question parce que j'avoue que à La Réunion ou chez les Antillais, c'est pas toujours simple d'être à côté de la maman ou de la grand-mère parce qu'il y a beaucoup de secrets qu'on ne veut pas forcément. Donc là, ça n'a pas été votre cas et vous avez pu apprendre à ses côtés. Donc voilà, elle venait avec ses valises pleines d'épices. Donc voilà, toujours à la cuisine. Donc déjà... ça facilite. Voilà. Bon, après, par la suite, j'ai fait... mes écoles et voilà, j'ai dû travailler. Et plus tard, j'ai mon frère qui est diplômé dans la restauration aussi. Donc du coup, lui, c'est pareil, à ses côtés, j'ai appris beaucoup de choses par ses techniques culinaires et voilà. Donc du coup, voilà. Du coup, ça vous a beaucoup aidé d'être entouré et pour autant, c'est pas ce que vous avez fait en premier. Non, c'est pas ce que j'ai fait en premier. Parce que vous n'avez pas été encouragé dans cette voie ou qu'à l'époque où il fallait choisir sa voie, en fait, vous étiez attiré plutôt par autre chose ou vous n'étiez pas forcément consciente que vous pouviez en faire un métier? Non, j'étais pas consciente, voilà.
C'était un plaisir, mais j'aime bien C'était une cuisiner. passion. Voilà, c'est ça. J'aime cuisiner pour mes proches, j'aime recevoir. Mais c'est vrai que je me suis pas dit, je vais en faire un métier en fait. Donc, Et vous pensez que si vous aviez eu ce projet, vous auriez été soutenu par vos parents? Oui, Parce que je je pense, pose la oui. question parce qu'il y a certains métiers, que ce soit la cuisine, qui est un métier difficile, ou l'artistique, ou voilà, quand les jeunes veulent devenir chanteurs, danseurs, on a souvent les parents qui disent c'est pas un métier, non, je pense que ça aurait on m'aurait été soutenu, oui. Et du coup, est-ce que ça a été compliqué de monter ce projet? Alors déjà, depuis combien de temps vous l'aviez en tête? Mon dernier voyage à La Réunion, c'était en 2018. D'accord. Et après des années où j'avais pas été, et je vais sur les marchés et je découvre ces commerçants qui vendent ces spécialités réunionnaises, les samoussas. Oui. Et c'est là que j'ai eu le déclic en fait. D'accord. En revenant, je me suis dit, il faut que, voilà. Bah oui, Pourquoi vous pas saviez ici, faire, pourquoi pas voilà. vous. On connaît plutôt la cuisine antillaise, c'est vrai, mais la cuisine réunionnaise, il n'y en a pas beaucoup. Donc, voilà. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Vous avez, en créant en fait du coup votre commerce, vous avez regardé un petit peu du coup ce qui se faisait autour. Oui. Alors, ça, ouais. il n'y a pas beaucoup d'Africains, hein, je parle vraiment là où on est. Hein. On est, je le rappelle, à Meaux et ses alentours. Vous êtes plutôt à Trillport. Moi, je suis à Trillport. Et du coup, vous faites, on le rappellera après, vous faites des livraisons pour fais le de la moment livraison, entre Trillport et Château-Thierry. C'est moins. En fait, si je suis sur Trillport, je fais la livraison dans un rayon de 20 km. D'accord. Et si je suis sur Château-Thierry, c'est pareil. D'accord. Voilà, je ne peux pas être bien sûr. Oui, c'est l'un ou l'autre, en fonction de là où vous êtes, bien entendu. Et du coup, oui, je reviens sur cette question. Vous avez eu le déclic en 2018. Oui. Et après, ça s'est passé comment? Parce que vous aviez un travail. J'ai eu le déclic, mais je n'ai pas commencé tout de suite. D'accord. Voilà, il faut monter un projet, il faut les finances. Donc, bien sûr. Voilà. Oui, oui. Du coup, j'ai continué à travailler et là, par rapport à plein de choses qui ont bouleversé ma vie, je me suis dit, allez, je me lance et on verra qu'est-ce que ça donne. Est-ce que le moment, le point de départ, ça a été le confinement ou rien à voir? Non. C'était là avant? Oui. Oui, de toute façon. Ouais. Du coup, vous avez ouvert il y a combien de temps? Il y a peu de temps, il me semble. Il y a peu de temps, oui. Ça fait, un mois. Un mois? Oui. Et oui, c'est tout jeune. Bravo. Je les cueille. Bravo. Bravo, c'est courageux. Oui, complètement. Et du coup, est-ce que ça a été compliqué, le fait que ce soit en plein confinement, les débuts, ou pas forcément, et vous aviez de toute façon de la demande et des gens qui attendaient derrière que... Je suis surtout sur les réseaux, donc voilà. Après, comment dire, il y a de la demande. On me dit, oh, de la cuisine réunionnaise, il n'y en a pas. Non, c'est vrai, il y en a très peu. Voilà, donc je suis contente, j'espère que ça va continuer comme ça. Et... Vous avez déjà des retours. Alors, pendant qu'on parle, on va commencer à mettre des petites photos que vous pouvez retrouver. Vous n'aurez que le visuel et pas le goût ni l'odeur. Mais du coup, c'est dommage, on est d'accord. Du coup, là, on a par exemple un sandwich. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'il y a à l'intérieur? Oui, c'est du hachard de légumes. En fait, c'est des légumes coupés en julienne. Des haricots verts, des carottes, du chou et du chou-fleur mélangés avec plein d'épices en fait. D'accord. Du curcuma, du safran. Donc c'est plutôt végétarien? Oui. D'accord. Parce que du coup vous faites les deux. Enfin, végétarien et pas végétarien. Ok. Ensuite, on a... donc là, j'ai pris une photo où il y a du coup plusieurs plats. Là, c'était une livraison. Donc, il y avait du sauté-mine. Le sauté-mine, c'est des pâtes fraîches sautées avec des épices, pareil. Un mélange de carottes, des légumes, toutes sortes de légumes qui vous passent par la main. Donc voilà, et soit c'est des crevettes ou du poulet. Après, il y a beaucoup
Ça paraît tellement simple quand vous le dites, et pour autant, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui arriveraient à refaire ces plats parce que tout est dans, je suppose, la technique, la confection, la marinade et les épices. Oui. Enfin, en fait, c'est... Et du coup, au niveau des épices, justement, vous n'avez pas trop de mal à vous fournir Ben, ça va. Sinon, j'appelle la réunion. Oui, et c'est ça. on Vous avez voit, en direct. ce dont j'ai besoin. Non, mais c'est vrai, hein, il y a des cuisines comme ça spécifiques, que ce soit les Antilles ou comment dire, même la cuisine asiatique. Hein, on se dit, ah, mais c'est quelques légumes, des pâtes, des crevettes, et en fait, c'est quand même bien plus compliqué. Est-ce que vous pouvez nous dire à ce jour ce que vous proposez dans votre carte? On a une petite image, voilà, qui montre, alors je ne sais pas si elle change régulièrement ou si vous restez quand même sur la même. Pour l'instant, elle va rester comme ça. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle va changer. Parfois, c'est bien aussi voilà. quand ça ne change pas parce que les gens qui ont mangé quelque chose Oui, c'est et ça, qui ils ont ont vraiment envie aimé, de... ils ont envie de recommencer. Ça, oui. Donc, du coup, là, on a vu 3 plats différents. Qu'est-ce que vous proposez d'autre? Donc, on parlait de samoussa tout à l'heure. Voilà, il y a des samoussas, thon massalé, et puis jambon, fromage et fromage. Voilà, toujours avec une pointe de piment. Oui, il faut le préciser. Et puis il y a le fameux rougail saucisse. Oui. Donc voilà, avec accompagné de riz et puis un petit peu de piment aussi. Est-ce que du coup, par exemple, je prends mon cas personnel, on parlait d'intolérance tout à l'heure, je ne suis pas intolérante au piment, mais je peux pas en manger vraiment. Enfin, moi, ça se limite à la moutarde et au poivre. Hein. Donc, on me le a précisé, donc voilà, dans les commandes, vous me dites un petit peu, ou pas beaucoup, ou pas du tout. Vous adaptez. Donc voilà, je m'adapte en fonction de la demande. Et vous avez dû vous adapter beaucoup par rapport à la population qui... Il y a beaucoup... on me dit un tout petit peu, pas trop fort, donc voilà. C'est compliqué parce qu'on n'a pas tous la même perception du patron. Mais on me dit qui ont des papilles brûlées, donc quand ils mangent du piment et que ça pique pas, moi je crache du feu. Donc voilà, après ça doit pas être simple non plus. Non, après je m'adapte et puis voilà, quand c'est pas... Mais on me dit pas jamais sans piment, donc oui. Voilà. Bah, on peut sait le faire. Que dans la cuisine réunionnaise, quand même, il y en a un petit peu. Est-ce que depuis que vous avez commencé, vous avez remarqué qu'il y avait des plats qui se vendaient plus que d'autres? Est-ce qu'il y a plus de... Ou alors il y a des demandes? Non, les gens essayent un peu de tout. D'accord. Donc voilà, pour découvrir, je pense. Et puis j'ai des bons retours. D'accord, bah c'est le principal, bien entendu. Est-ce que vous avez des projets? Donc là, vous venez d'ouvrir. Donc chaque chose en son temps, je m'en doute. Mais du coup, je suis un peu curieuse. Donc là, vous avez vraiment le service traiteur. Et en effet, la régie fait bien de le mettre. J'ai oublié une nouveauté qui est la box apéro. La box apéro, oui. Tout à fait. Donc là, c'est quelque chose qui est demandé? Oui, à partager avec les amis, la famille. Voilà. Ça a l'air. On peut faire surtout à cette heure-ci. C'est super. On est dans la bonne heure là, oui, c'est clair. Je suis d'accord. Un apéritif dînatoire, c'est bien aussi, ça passerait bien. Donc du coup, là, ce que vous proposez, je suppose qu'en ce moment, c'est plutôt les particuliers qui vous demandent. Est-ce que vous avez déjà eu des demandes pour des entreprises? Non. Puis avec le confinement, tout ce qui se passe. Je m'en doute, mais bon, je pose la question. Parce que du coup, ceux qui nous regardent travaillent, pour certains, et font partie d'entreprises. Donc, c'est intéressant de savoir que vous pouvez aussi faire répondre à des demandes autant de particuliers que d'entreprises, que je suppose au moment où ça pourra de nouveau se faire des événements de particuliers ou des festivals. Après, plein de choses sont possibles et c'est vraiment de toute façon ce que je vous souhaite. Et du coup, je reviens sur ma question, je me suis coupée toute seule. Vos projets, du coup, sur un moyen et long terme, est-ce que vous avez pensé à un restaurant, à un food truck? C'est pas les mêmes moyens. Mais, pas un restaurant, mais pouvoir faire les marchés. D'accord, ok. Voilà. Pouvoir m'installer, faire les marchés, Meaux et alentours. Oui, c'est un projet. D'accord, ok.
Donc, messieurs, dames de la ville, tenez-vous prêts, Karine arrive. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que Roger, Sandrine, vous aviez... Je me suis trompée de sens. Roger, Sandrine, vous aviez des questions, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé concernant... Moi, je voulais juste demander à Karine quelle était la spécialité de chez Karine. C'est le rogaille saucisse. Voilà. Donc vous goûterez bientôt. Mais avec grand plaisir, Voilà. ma chère Olivia. Je pense que Sandrine prendra bientôt une box apéro. Avec un petit punch. Voilà, et un petit peu de piment. Voilà, en toute un tout petit modération. Moi, je suis comme vous, le piment, un petit peu. Un petit peu. Eh bien, merci beaucoup, Karine, en tout cas, pour votre venue. Est-ce que vous pouvez nous rappeler où est-ce qu'on peut vous retrouver sur vos réseaux? Sur les réseaux sociaux, c'est chez Karine 974 et je suis sur Instagram aussi. Ok, donc vous voyez, tout simple, chez Karine 974. Et du coup, vous pourrez lui passer commande. Merci beaucoup à vous trois. Pour votre venue, pour votre gentillesse. Je pense que là, on tient un bon format. Voilà. Je sais pas vous, mais là, on est comme à la maison. Voilà, dans son salon. Vous avez avec moi inauguré cette nouvelle émission et je vous en remercie. Je vous souhaite à chacun respectivement beaucoup de courage, ça c'est sûr, et de réussite, autant pour le spectacle historique que pour la partie traiteur ou encore pour la librairie qui en plus, il me semble, va se refaire une petite beauté. Exactement. Je vous en dirai plus au fil des mois. Au prochain épisode. C'est ça. Merci beaucoup. En tout cas, merci de votre accueil. Ah oui, merci. Et... Adorable. Et c'était un plaisir. Eh bien, c'est partagé. Je vous dis à bientôt, au mois prochain, et prenez soin de vous.